Bon, on va commencer cette heure sur un nouveau métier qui est la pérédance familiale professionnelle. Alors, on a voulu construire ce symposium de manière assez, enfin, pour vous mettre des étoiles dans les yeux. Donc, il y a là, ils vont se présenter au fur et à mesure, mais il y a un certain nombre de pérédantes familiales qui sont assises, moi aussi d'ailleurs. Et puis, donc, elles vont vous décrire des cas pratiques. On a 1 heure, c'est court. Donc, on va commencer tout de suite. Et puis, on va commencer par quelque chose de très rapide. Les 3 pérédantes familiales professionnelles ont 60 questions, 60 secondes pour répondre à la question pourquoi vous êtes devenue pérédante professionnelle. Donc, je ne sais pas qui. Flore, tu commences? Oui, ça marche. Oui. Bonjour à tous. Moi, je suis devenue. Donc, je m'appelle Flore Verdillon. Je suis père aidante familiale professionnelle au sein du C3R. C'est le centre de réhabilitation qui dépend du CHE, du centre hospitalier Alpes-Isère, vers Grenoble. Et moi, je suis devenue père aidante familiale par le biais de ma fille. C'est grâce à elle, finalement, si je suis devenue PAF. Et en fait, dans son parcours de soins, à un moment donné, elle est passée par ce centre de réhabilitation et j'ai été appelée par une psychologue qui m'a demandé si je voulais participer au premier groupe pilote qu'ils organisaient au sein de ce centre, un groupe de psychoéducation familiale sur le trouble borderline. Et autant vous dire qu'à l'époque, on était dans un néant total. Comme elle avait 18 ans, on n'avait plus beaucoup de contact avec les médecins et le corps médical. Et donc, on était très, très contente d'avoir cette opportunité de faire ce programme. Et à l'issue du programme, on a demandé aux participants si certains acceptaient de co-animer bénévolement ces groupes. Et je me suis portée volontaire. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à être père aidante familiale, au départ bénévole. Et ensuite, on m'a proposé un poste plus pérenne au sein de la structure. Voilà. Merci. Bonjour, donc moi je m'appelle Pascal Machelot, je suis père aidant de famille professionnelle à l'hôpital Paris-Est Saint-Maurice et depuis le mois d'octobre. Et si je suis devenue père aidante professionnelle, familiale professionnelle, c'est en fait en lien avec la première hospitalisation de mon fils il y a de très nombreuses années, où quand il a été hospitalisé, je me suis retrouvée, l'équipe soignante le prenait en charge et s'occupait de lui, bien entendu. Et moi, j'étais toute seule dans un coin, je me sentais coupable. Je me posais des questions en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Pourquoi? Il y avait au loin l'aquarium, comme je dis, le bocal avec les soignantes, là. Et c'était au bout du couloir. Et j'ai jamais osé aller jusqu'au bout du couloir, tellement je me sentais mal. Et personne n'est jamais venu me voir. Donc, c'est resté ancré dans ma tête en me disant, mais s'il y avait quelqu'un qui était venu et qui m'avait dit, vous n'êtes pas tout seul et partageons. Donc voilà, c'est resté, et après, voilà, le parcours, père aidant de famille bénévole, père aidant de famille professionnelle, le DU, et aujourd'hui à Saint-Maurice. Bonjour tout le monde, mon nom est Julie Coulombe, je suis père aidante famille au Québec. Pour ceux qui n'avaient pas compris l'accent, je viens du Québec. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des Québécois dans la salle? C'est excellent, je vais pouvoir dire plein de choses sans être interrompue. Donc, Julie Coulombe, je suis père aidante famille pour la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées. Également, je collabore avec la clinique JAP au CHUM. Je suis citoyenne chercheuse pour l'Université du Québec à Rimouski parce que j'ai obtenu une bourse de recherche par le programme Engagement des fonds de recherche du Québec. Pourquoi je suis devenue père aidante famille? En fait, c'est que ayant un proche qui a j'ai eu à naviguer le système de soins de santé. Je n'ai pas trouvé ça évident. Et agir et travailler comme père aidant de famille,
C'est permettre concrètement de faire changer les choses. C'est offrir une forme de soutien qui est complémentaire à l'offre de services qui est existante et que je n'avais pas eu. Donc, pour avoir un impact positif et concret, j'ai choisi d'exercer la père aidance famille de type professionnel, comme vous appelez, et je suis rémunérée pour mes fonctions de père aidante famille. Merci. En fait, après, vous allez vous présenter. Voilà. Donc, je te donne ça. Bonjour. Mélanie Dautrey, je suis psychiatre sur l'hôpital du Vinatier à Bron. Je suis praticienne hospitalier. Ce qu'on m'a demandé pour débuter cette table ronde, c'était de vous faire rêver. Et en tant que médecin, ce qui fait le plus rêver, c'est les recommandations de bonnes pratiques. Donc, mettez-vous vraiment dans l'idée de comment est-ce qu'on applique au mieux les choses ensemble. Et sur le thème d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on applique ces recommandations de bonnes pratiques qui nous sont recommandées avec un père aidant famille dans son unité. On va commencer. Il va falloir m'écouter parce que je ne suis pas sûre que vous allez bien voir. L'essentiel étant sur les petits ronds bleus. Imaginez-vous dans un service avec un père aidant famille, puisque c'est ce que nous, on a sur l'unité, pour ce premier protocole que j'ai choisi parce qu'il développait plutôt bien les choses, un PNDS sur la schizophrénie à début précoce. On va déjà, avec la famille, avec l'usager, essayer de faire une recherche des hypothèses diagnostiques de l'usager qu'on a en face de nous. Ça va passer par des questions, par une recherche des troubles neurodéveloppementaux, antécédents personnels, antécédents familiaux, prodrome, habitus de vie, etc. Ça, c'est des questions qui sont, comme dans toute recherche de diagnostic, pas plus psychiatrique qu'autre chose, très anxiogène pour la personne qui est en face du médecin. Et c'est quelque chose qui pourrait être explicité de manière un peu plus authentique par un père aidant famille qui est là, qui permet d'accompagner la famille à cette recherche ensemble d'hypothèses diagnostiques. Une fois qu'on a le diagnostic, il arrive le moment de l'annonce. Comment est-ce qu'on annonce? Comment est-ce qu'on explique les choses? Alors, on a aussi des recommandations sur l'annonce diagnostique, bien évidemment, mais c'est des annonces qui sont faites... c'est des recommandations qui sont faites par des médecins en général, et c'est la manière dont nous on estime qu'une annonce diagnostique doit être le mieux faite, et c'est ce qu'on voit comme étant le plus efficace par rapport à ce que nous on vit. Mais maintenant qu'on a des pères aidants familiaux dans les unités avec nous, ils peuvent, et c'est pas encore dans les recommandations, reformuler les choses, avoir ce sourire de connivence, quelque chose où ils peuvent percevoir quand est-ce qu'il y a un petit doute sur les mots qu'on vient d'employer et aider à reformuler ce que nous, de notre place de médecin, on ne peut pas faire parce que c'est pas forcément très bien interprété du côté de la famille ou de l'usager. Une fois que le diagnostic a été posé, il y a tout l'échange avec les questions des parents, avec début d'éducation sur les traitements, à quoi ça sert, combien de temps, les effets secondaires. Et ensuite, il va y avoir l'accompagnement dans les programmes de psychoéducation ou tous les outils déjà qui peuvent expliquer ce qu'est la maladie pour débuter la déstigmatisation au plus tôt. On sait bien qu'un programme de psychoéducation, soit qu'on anime, soit que quelqu'un a déjà vécu, est une excellente manière de le vendre, entre guillemets, parce que la personne peut expliquer ce que c'est. Pour le programme Bref, par exemple, on invite nos secrétaires à faire la formation Bref, sachant pourtant qu'elles ne vont pas l'animer, mais ça leur permet, en ayant vu de la manière dont ça se passe, de pouvoir expliquer aux familles qui appellent au secrétariat comment est-ce que le programme va se passer pour elles. Et puis, après, il y a tous les besoins d'accompagnement aux démarches administratives. Et ça, il y a des choses qu'au plan médical, on sait très peu sur comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux vers tout ce qui est le respect des droits de la personne et la manière dont doivent être remplis les dossiers, ce à quoi on a droit, tous les formulaires qui peuvent être aidants. Vous commencez à rêver? Pas encore?
Il y a une recommandation qui est un peu plus âgée, ça fait quasiment 10 ans, c'est recommandation pour patients avec un trouble bipolaire. C'est à peu près la même chose, mais avec vraiment l'essentiel, c'est-à-dire les hypothèses diagnostiques, la confirmation du diagnostic, et puis tout ce qui est le suivi, une fois que le diagnostic est posé, qui est écrit comme étant en collaboration avec le médecin traitant et avec la famille et les proches. Et ça permet, quand on a un père aidant famille avec nous, de pouvoir poser certaines questions sur le quotidien qui ne sont pas si simples à poser en tant que soignant, parce que ça peut être vécu comme intrusif ou vécu comme maladroit, peut-être ça l'est. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse être présent pour poser ces questions, soit pendant le diagnostic, enfin, soit pendant la consultation, soit pendant des consultations à part, et pouvoir en rediscuter avec la famille. On va finir sur les recommandations plus internationales, où, en plus de ce que je vous ai déjà dit, le soutien concret, l'information, les programmes de psychoéducation, il y a ce dont on parlait ce matin sur la psychoéducation en direction du grand public, pour lequel le témoignage, on a vu ce matin, que ce soit en bibliothèque vivante, avec même des soignants qui peuvent participer à ces processus-là. Tout ce qui est travail contre les préjugés et la discrimination font partie des bonnes recommandations auxquelles on doit participer et qu'on doit faire. Donc, je vous montre, comme dernière diapositive, cette recommandation de l'HAS sur le développement de recours au père aidant. Et on peut imaginer que ce qui est proposé pour la père aidance pourrait l'être également pour la père aidance famille, avec la possibilité d'apporter un soutien ayant vécu des expériences similaires. Le fait d'aider à orienter, comme disait Julie, dans le système de santé. Je pense que quand on est dans le système de santé depuis très longtemps, c'est pas si simple de savoir ce qui n'est pas facilement compréhensible. Et cet accompagnement-là peut être fait de manière tout à fait efficace par les pères aidants familiaux. Montrer un petit peu comment est-ce qu'un parcours de rétablissement fonctionne et surtout redonner de l'espoir. Voilà pour les recommandations de bonnes pratiques dans lesquelles on peut imaginer que des choses vont pouvoir s'écrire avec des pères aidants familiaux professionnels dans nos unités. Alors Flore, tu co-animes le programme Connexion familiale. Tu peux nous présenter ton rôle en tant que père aidante familiale professionnelle? Oui. Alors, dans le cadre donc, de ma fonction de père aidante familiale, j'anime des programmes de psychoéducation, plusieurs, et j'ai aussi des accompagnements individuels. Mais en l'occurrence, c'est du programme Connexion familiale dont je vais parler. Donc, en 2 mots, c'est quoi Connexion familiale? C'est un programme à destination des proches qui ont un membre de leur famille qui souffre du trouble de la personnalité borderline. C'est un programme qui se passe en 12 séances de 2 heures et dont le but est à la fois de donner de l'information aux proches sur le trouble lui-même, donc de l'information médicale principalement, mais aussi de donner des outils pour les proches pour gérer leur propre bien-être. On parle du fardeau des proches, donc en gros c'est comment alléger son fardeau, et des clés de communication pour améliorer la relation avec son proche. Donc moi, comme je l'ai dit dans ma présentation, j'ai fait ce groupe et très sincèrement, il y a eu un avant et un après. Pour moi, déjà, je me suis sentie énormément apaisée par ce programme. J'ai beaucoup mieux géré mon sentiment de culpabilité. Ça a eu vraiment des répercussions très très fortes sur les relations que j'avais avec ma fille. Et en fait, ce qui est assez magique, c'est que c'est un programme qui nous fait changer, en fait. Voilà. Et du coup, moi, mon rôle dans la co-animation de ce programme, alors déjà, il faut savoir que c'est un programme qui est américain à la base, hein, et dans les pays anglo-saxons, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, il a été fait pour être animé par des pères. Voilà. Donc par des familles, pour des familles. En France, ça se passe un peu différemment. Généralement, c'est une association de soignants et de pères aidants familiaux qui font l'animation. Du coup, moi, généralement, quand on lance un programme de psychoéducation, on fait toujours nous, c'est comme ça qu'on pratique au C3R. On fait un entretien pré-groupe pour d'abord rencontrer une première fois la famille, les parents, pour leur expliquer c'est quoi le contenu de ce programme et essayer de mieux comprendre leurs attentes, voilà, pour voir si ça peut coller.
Et en fait, cet entretien pré-groupe, pour moi, je pense que c'est un moment essentiel qui se passe avec les familles. Parce que quand je les vois, en fait, vraiment, alors je ne veux pas généraliser, mais pour vraiment une bonne partie d'entre elles, en gros, c'est la première fois qu'elles sont reçues par une institution, même si moi je ne suis pas soignante, je représente l'institution, et qu'elles ont un espace de parole uniquement pour elles, où elles peuvent tout déposer. Et ça a l'air tout bête à dire, mais moi je le sais parce que je l'ai vécu, hein, je n'ai jamais eu cet espace de parole. C'est un peu comme ma voisine qui disait qu'elle aurait aimé avoir quelqu'un qui vienne lui parler quand elle était, elle vivait l'hospitalisation de son fils. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau qui surprend déjà beaucoup les familles parce que c'est pas l'habitude. Et en plus, c'est un moment, on leur explique que ce programme, c'est un programme pour elles, c'est un moment pour elles, pour se gérer elles dans leur souffrance. Donc c'est un moment généralement très fort. Donc après cet entretien pré-groupe, et là on est vraiment dans cet entretien, on est vraiment dans de la pérédance familiale, parce que en fait leur parole est accueillie sans jugement et en plus par quelqu'un qui, même si elle n'a pas vécu exactement la même chose, parce que toute histoire est singulière, a quand même beaucoup d'écho, en fait, a vécu des choses qui ressemblent beaucoup. Viennent ensuite les séances du programme lui-même. Et en fait, le fait qu'il y ait un père aidant familial, je pense que ça joue beaucoup. Parce que d'abord, déjà, il y a eu l'effet de l'entretien pré-groupe qui a quelque part généré de la confiance et de l'identification. Donc finalement, ce qui est mis à l'œuvre dans le programme, c'est cette confiance, ce processus d'identification est amplifié. Ça permet aussi d'aborder certains concepts qui peut-être pour les soignants eux le vivent de manière très théorique, alors que nous, on le vit de manière totalement incarnée, puisque ça nous parle parce que c'est du vécu. Donc on peut tout de suite switcher de la théorie à du vécu, à de la pratique, et du coup on apprivoise beaucoup plus facilement certains concepts. Après, dans le programme, parce qu'il est conçu comme ça, hein, c'était un programme un peu clé en main qu'on a quand même fait évoluer, et ça c'est aussi grâce à la présence d'un père aidant familial, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de travailler avec des collègues qui m'ont dit, Flore, tu as fait le programme pilote, c'est quoi ton avis ? Comment tu l'as vécu, qu'est-ce qui est bien passé, qu'est-ce qui est moins bien passé, est-ce que tu vois des améliorations? Et on a pu du coup faire un petit peu évoluer à la marge, parce qu'on ne voulait pas dénaturer le programme, mais on a pu faire évaluer ce programme en l'adaptant avec justement la parole d'une famille, d'un représentant de la famille. Donc ça, c'est aussi un autre avantage. Et après, dans le déroulement des séances, c'est complètement différent en fait. Ils sont très contents d'avoir les soignants parce qu'ils représentent la connaissance. Et les parents ont toujours plein de questions qu'ils ont envie de poser aux soignants, c'est normal. Surtout qu'ils ont été quand même, encore une fois, un peu censurés de cette relation avec les soignants qui est pourtant si importante. Donc là, ils sont très contents d'avoir cette présence des soignants, mais le fait d'avoir une père aidante, ça les rassure énormément. Ça permet aussi de libérer la parole. Par exemple, il y a dans le programme, à un moment donné, on parle des causes de ce qu'on en sait, en tout cas de ce trouble. Et donc, c'est un peu la même chose que pour tous les troubles, c'est-à-dire qu'il y a des vulnérabilités génétiques mêlées à de l'environnemental. Et alors, selon, on va dire, les écoles, parfois, mais ce n'est pas le cas chez nous, dans l'influence environnementale, parfois, moi je suis tombée sur des formations sur le trouble borderline où on parlait des familles invalidantes, on parlait des familles, voilà. Et ça, pour moi, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment en colère de voir ça sur des slides présentés à des soignants. Donc nous, on n'a pas présenté les choses, heureusement, ce n'était pas dans les slides du programme que nous, on avait, hein. Mais voilà, cette notion d'environnement invalidant, très souvent, les soignants, ils l'interprètent comme l'environnement, c'est avant tout la famille, alors que l'environnement, c'est bien plus que la famille. C'est l'école, on passe beaucoup plus de temps à l'école que dans sa famille, parfois, et avec ses parents. C'est plein de choses, c'est les nounous, c'est les coachs, c'est les profs, c'est plein de choses, bref.
Et du coup, à un moment donné, quand on aborde ce chapitre de c'est quoi l'invalidation, et c'est vachement important que ça soit fait par et que le discours il soit porté par moi en l'occurrence, parce que la façon dont je le fais, je pense que je sais mettre les guillemets qu'il faut, et du coup, je pense que c'est beaucoup moins stigmatisant pour les familles. Voilà. Et aussi, donc ça, voilà, ça libère la parole. Parfois, il y a des exemples. Évidemment, moi, je suis là aussi pour illustrer, pour commencer à initier en fait l'illustration par des exemples vécus. Parfois, il y a des choses un peu difficiles qu'on a, faut le dire franchement, des exemples sur lesquels on a peut-être un peu honte. Ça peut être, on a pu avoir honte de notre proche, par exemple, et on a pu avoir honte de certaines de nos réactions. Bon, moi, j'y vais, je le dis, et du coup, ça libère la parole, et finalement, les autres, ils peuvent aussi exprimer. Donc, en fait, c'est vraiment très, très riche. Et le programme de psychoéducation, il n'est pas vécu comme du top-down, il n'est pas vécu comme il y a des sachants qui vont vous expliquer, comme disait Marie-Jeanne Richard, on va vous éduquer. C'est pas ça, c'est un partage. Et c'est beaucoup plus fort, en fait. Voilà. Et je pourrais en parler longtemps. Et puis, quand même, dernière chose, on parle aussi, voilà, le fait qu'il y ait une père aidante, je pense que ça démultiplie en fait justement, ça démultiplie le pouvoir d'agir qu'on redonne aux parents, et ça véhicule aussi beaucoup d'espoir. Donc en conclusion, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Il faudrait que tu conclues. Pardon ? Il faudrait que tu conclues. Il faut que je conclue ? Oui, c'est bon. Alors très vite. Donc je réagis à ce qu'on a vu au tout début en plénière et le rien sur nous sans nous. Je trouve que justement, intégrer des pères aidants familiaux dans les programmes de psychoéducation, pour moi, ça devrait être systématique pour les raisons que je vous ai expliquées. Mais en plus, parce que là, on est complètement dans le rien sur nous sans nous. Voilà, c'est une illustration pour le faire. Ça va permettre de vraiment diminuer la stigmatisation et l'auto-stigmatisation des familles. Et voilà. Merci. Alors Pascal, je pense que vous savez tous et toutes que par moments c'est un peu compliqué avec les familles dans les couloirs d'hôpital ou ailleurs. Donc tu peux nous faire part de ton expérience sur le sujet? Oui, alors tout à l'heure, quand je me suis présentée, j'ai parlé de aller vers. Et donc là, je vais illustrer ce aller vers d'une façon très pratico-pratique, en vous présentant deux situations. Avant de commencer, je voudrais rappeler que dans le pôle 94 GECEL du docteur Cantero à Saint-Maurice, où je travaille avec Marie Deboulet qui interviendra demain, nous avons fait, nous faisons des calculs, des pourcentages, et nous posons un certain nombre de questions aux familles que nous recevons. Et on s'est aperçu qu'entre, je ne sais plus, 70 ou 80% des familles qu'on accueillait en tant que père aidant famille professionnelle n'avaient jamais demandé d'aide. Même après des années d'accompagnement de leurs proches en psychiatrie. Donc ce aller vers, il est essentiel, et je crois que c'est aussi le moteur de notre action. Comme exemple, je vais prendre le premier exemple que je vais prendre, c'est Josette, qui est la mère de Julie, qui a 45 ans. Et Julie, c'est sa première hospitalisation avec des épisodes délirants. La personne, évidemment, est prise en charge par l'équipe hospitalière. Et puis, il y a un entretien familial avec le psychiatre, la personne qui est hospitalisée. Et l'entretien familial est assez difficile. La maman, Josette, veut dire des tas de choses. La psychiatre essaye de laisser aussi de la place à la personne hospitalisée. Et donc, à la suite de cet entretien familial, la psychiatre va proposer à cette maman, Josette, de pouvoir rencontrer un père aidant famille au sein de l'institution. Et donc, voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et quand, lors du premier rendez-vous, la maman est très en colère. Très, très en colère parce qu'elle n'a pas pu dire tout ce qu'elle voulait. Elle a l'impression qu'on l'a empêchée de parler. Elle a le sentiment de ne pas avoir été compris en tant que mère, de ne pas avoir pu poser toutes les questions, de ne pas avoir eu toutes les réponses. Et comme c'est une première hospitalisation, elle ne comprend pas. Donc vraiment, la première rencontre qu'on va avoir, c'est d'accueillir cette colère qui est énorme
Et puis aussi une part de culpabilité aussi, parce qu'elle se demande ce qui se passe, elle se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et on verra après, plus tard, dans les échanges qu'on aura avec elle, qu'elle a vécu elle aussi des moments difficiles et elle se pose des questions des conséquences de ces passages difficiles par rapport à sa fille. Donc cette colère, je vais l'accueillir, même elle va prendre une ampleur très très grande parce que je représente l'institution aussi quand même malgré tout. Et puis, à un moment donné, le savoir expérientiel, parce que la colère, moi, je l'ai vécue il y a très longtemps et ça peut encore m'arriver de temps en temps. Donc, à un moment donné, on va échanger là-dessus. Je lui dis, ah oui, mais je comprends. Et je vais essayer au fur et à mesure de répondre à ces questions par rapport au fonctionnement hospitalier, par rapport au secret professionnel, par rapport au fait que peut-être que la psychiatre a privilégié une forme de communication et qu'elle va l'écouter après. Enfin voilà, on va revenir sur le fonctionnement du système psychiatrique. Après, elle a aussi des tas de questions par rapport à des premiers prémices de diagnostic. Hein. Et donc, avec les outils qu'on a, parce qu'on a aussi des outils imagés, des photos, des podcasts, enfin voilà, on va pouvoir aussi avec cette maman partager des éléments sur le diagnostic. Bien entendu, on ne fait pas le diagnostic, on donne, on apporte ce que nous, on a comme compris et des outils qu'on peut avoir pour les familles. Après, je vais revoir cette maman un peu plus tard et sa fille a une permission, comme on dit, et elle ne comprend pas parce que elle avait fait, c'était un repas d'anniversaire, elle ne comprend pas pourquoi sa fille n'est pas venue au repas d'anniversaire hein, avec toute la famille qui était réunie. Pour elle, c'était une joie. Et donc, on va justement échanger sur qu'est-ce que peut-être peut vivre aussi une personne qui a été hospitalisée, qui a les troubles que cette personne avait, la difficulté de revenir dans la vie quotidienne, la difficulté aussi pour cette personne de retrouver tous les membres de la famille et puis aussi d'échanger sur peut-être nos attentes. Peut-être qu'on a aussi parfois, on doit apprendre des fois à ce que nos attentes en tant que parents, il n'y ait pas forcément une réponse, la réponse qu'on souhaiterait. Donc on va justement avoir des temps d'échange sur la communication avec sa fille et est-ce que c'est pas parce que sa fille ne vient pas la voir qu'il n'y a pas d'affection, des relations, etc. Il y a tout des tas de partages là-dessus. Puis il y a un autre point aussi, c'est la communication avec l'équipe soignante. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le fait qu'elle n'a pas été écoutée, qu'elle a eu le sentiment de ne pas être écoutée, moi, je vais lui demander évidemment l'autorisation de savoir si je peux en parler avec l'équipe soignante et je vais revenir auprès de l'équipe soignante par rapport à ce sujet-là. Ce qui va faire que la psychiatre va aussi, lors d'un autre entretien téléphonique cette fois, pouvoir revenir sur l'incompréhension qu'il y a eu. Et donc, ça va aussi faciliter la communication entre la famille et puis l'équipe soignante. Bien sûr, notre rôle aussi, c'est d'orienter vers des ressources, hein, parce qu'on peut suivre une famille, 2, 3, 4 et même beaucoup plus pour certaines. Mais l'idée, c'est aussi de faire le pont avec les associations, avec les programmes de psychoéducation. Et pour exemple, pour cette famille, je vais lui proposer, et elle va accepter, de pouvoir faire dans un premier temps le programme BREF, hein, qui ne dépend pas de notre, du pôle où on travaille, mais qui est dans l'enceinte de l'hôpital et commun à d'autres pôles, avec d'autres soignants et d'autres pères aidants que ceux qui sont dans l'équipe pour pouvoir aussi permettre à cette maman d'être moins dans l'affectif par rapport aux difficultés qu'elle a pu rencontrer au début avec l'équipe. Et puis, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, c'est redonner l'espoir parce que on peut aussi dire que certes, il y a cet événement-là, il y a un accro, une difficulté de sa fille à un moment donné, mais que on a plein d'exemples et que ça soit dans notre entourage, dans toutes les familles qu'on a rencontrées, où la personne s'est rétablie. Deuxième exemple très rapide. Cette fois, c'est pas en intra, comme on dit, juste au moment d'une hospitalisation, mais c'est
une autre maman que j'appellerai Lucie, qui est la mère de Catherine, 35 ans, qui est suivie au CMP depuis des années pour des addictions très très fortes. Et cette maman, elle n'a jamais demandé d'aide, elle n'ose pas. Le groupe de parole, le groupe famille du pôle lui a été proposé, mais elle n'ose pas parler en groupe. Et donc cette fois, c'est pas le psychiatre qui va l'orienter vers le PAF, mais l'infirmière, une infirmière, en sachant que dans le service, toutes les personnes peuvent orienter vers les pères aidants, familles professionnelles. Donc cette maman, je vais l'accueillir avec, pareil, dans un premier rendez-vous, et je vais recevoir cet immense désespoir et tristesse, ainsi que sa culpabilité. Et donc, comme souvent, la première séance, c'est très émotionnel, il y a beaucoup de choses qui passent, il y a des pleurs aussi, et l'idée, c'est d'accueillir. Et après, on va revenir sur cette notion de culpabilité et sur aussi le fait de... Cette maman, elle a plein de capacités, elle a fait des tas de choses dans l'accompagnement de sa fille, elle a fait certainement aussi des erreurs, comme tous les parents que nous sommes, mais elle a fait des tas de choses positives, et ça va être quelque chose qui est important, c'est se baser sur ses ressources et lui dire, mais non, vous avez été, certes, vous avez élevé c'était ça, j'ai élevé ma fille toute seule, donc c'est parce que, etc. Donc on va revenir sur ces sujets-là pour permettre à cette maman de renforcer aussi ses compétences parentales. Sa fille va être hospitalisée en réanimation suite à un coma éthylique. Et donc là, il va y avoir aussi toute une période qui est un peu une période en pointillé, une espèce de... où je lui envoyais un SMS, je lui demandais comment elle allait. C'était quelque chose à bas bruit, comme un fil pour la soutenir. Et puis, partager aussi la peur de perdre un proche. Moi, je l'ai vécu il y a très longtemps avec mon fils qui avait fait une tentative de suicide. Et ça, l'idée, c'est pas de raconter sa vie, c'est de dire oui, je comprends ce que ça peut faire d'avoir peur de perdre un proche et de partager aussi tout le travail qu'on fait pour essayer de juguler son angoisse. Et puis les outils que j'ai pu utiliser, les formations que j'ai pu faire aussi pour aussi permettre à mon proche de vivre aussi sa vie et de ne pas être englué par l'angoisse que je pouvais avoir. Donc tout ça, c'est des choses qui passent et qui passent très facilement. Et puis, on va avoir aussi des moments où elle me parle de sa relation avec sa fille qui est très, très, très proche. Et on peut se permettre de temps en temps avec les familles d'être un peu sur le temps de l'humour, un peu, bon, non, mais vous savez pas faire ça, ou, bah oui, parce qu'on l'a fait. On est aussi passé par des moments où, on a fait des choses pour nos proches, et puis peut-être au détriment de leur autonomie, on a fait des bêtises, entre guillemets, je sais pas si c'est le terme qui convient, mais on a fait comme on pouvait. Et ça, ce partage-là, il est essentiel, parce que ça enlève aussi de la culpabilité aux familles. Et puis, et après je m'arrêterai là, c'est inspirer et partager. Cette maman, elle n'ose pas aller vers le groupe, donc en fait je vais parce qu'il va y avoir un spectacle des aidants, écrit par des aidants, je vais l'inviter pour qu'elle puisse aussi voir d'autres personnes, avec l'idée peut-être d'aller aussi petit à petit vers les associations, puisque les associations, elles vont prendre le relais, bien entendu, à un moment donné. Et redonner l'espoir toujours et le pouvoir d'agir, parce que cette maman, elle ne faisait plus rien du tout. Et comme on marche, par exemple, toutes les deux, on va discuter de peut-être que vous pourriez aller marcher, peut-être que vous pourriez faire ceci. Et toujours, non pas avec moi sachant et elle ne sachant pas, mais sur un plan d'horizontalité et de partage, de réflexion. Voilà, c'est grosso modo quelques aspects, en sachant que dans le pôle 94 G16, il y a aussi un groupe famille. Il y a aussi, cette année, il y a eu un magnifique projet d'écriture et de théâtre avec les aidants, auquel nous avons participé en tant que père aidant famille. Il y a aussi des temps de père aidance croisés avec des pères aidants qui font partie d'équipes où on peut à des moments travailler ensemble et accompagner une famille. Et puis il y a aussi des séances d'open dialogue où les membres de l'équipe sont formés
et accueille aussi les familles pour qu'ils ne soient plus seuls. Et dernier point, on est dans les murs, je vais dire un peu, alors je ne vais pas dire le cheval de Troie, mais parce que ça serait quand même, il faudrait pas, mais on est dans les murs et quelque part, on fait bouger aussi les lignes, on renvoie ce que vivent les familles et on influe sur certaines représentations que les soignants peuvent encore avoir sur la famille. Voilà. Donc Julie, là, enfin, dans les parcours de soins, il y a un moment où, au début, il y a un parcours de haute intensité avec des équipes de soignants qui sont très présentes, puis à un moment, ça devient moins présent, il y a le retour à domicile. Donc tu vas nous parler de ta vision québécoise de ce moment-là. Absolument. Sachant qu'on commence à être pris par le temps pour toutes. Je vous fais ça rapide. On va bientôt mettre sur pied un projet pour accompagner les proches quand ils sortent du système. Ce projet-là s'inscrit dans le cadre d'un projet qu'on a fait avec la clinique Jeunes Adultes Psychotiques, qui est le PEP, au CHUM, le Centre universitaire d'Université de Montréal, le Centre hospitalier d'Université de Montréal. Alors, pour vous parler de qu'est-ce qu'on va mettre après dans les services, je vais vous parler comment on a commencé, nous, comme pères aidants, dans les services. Alors, ils ont contacté la Société québécoise de la schizophrénie pour leur demander s'il n'y avait pas une père aidante famille qui pourrait collaborer puis venir donner des petites séances thématiques. Alors, je réponds présente, j'y vais. Et là, on co-construit les séances, 6 ateliers thématiques. Après ça, s'ajoute, ça fonctionnait bien, la réponse était bonne, les familles appréciaient. Fait qu'on se dit, on pourrait faire un appel parce qu'au début, on se retrouve dans un tsunami comme famille. Fait que dès leur entrée en service, si la père aidante famille passe un appel à la famille et puis leur demande un vrai comment ça va, leur parle un peu avec leur savoir expérientiel de quand elles sont passées par là, comment c'est pour eux, les services disponibles. On s'est aperçu rapidement qu'on les engageait et que la réponse est très, très bonne. Et l'engagement des familles à recevoir les services, parce que nous, les cliniques PEP, c'est un service de 3 ans, à s'engager dans les services, s'engager dans les formations, on avait une réponse très positive. Fait qu'on a poussé la réflexion, puis on s'est dit, et là, c'est là où est-ce que ça a toujours résonné pour moi, mais c'est là que c'est venu résonner encore plus fort pour moi parce que moi, j'ai décidé d'être père aidant de famille. En fait, je suis allée me former au microprogramme Mentor Père aidant à l'Université de Montréal quand j'ai anticipé un bris de service, un passage, un changement. Vous savez, un changement, ça l'insécurise. Un changement, ça vient avec un niveau d'anxiété pour une famille. Donc, de la pédopsychiatrie à la psychiatrie, c'est là que ça a résonné pour moi de pousser plus loin, de me rapprocher de la médecine, de la recherche et surtout de co-construire un accompagnement comme moi j'aurais voulu avoir dans mon passage. Alors, tout ça pour dire que je fais un saut dans le temps pour vous ramener dans comment on a réfléchi. On s'est dit, OK, à la fin du suivi de 3 ans, on sait qu'on va s'en aller vers un autre service, peu importe lequel il sera, parce qu'il ne sera pas tous le même, ils ne seront pas tous dans la même région et pas tous avec le même niveau d'intensité. Alors, on s'est dit, il y a une père aidante de famille qui va contacter 6 mois avant le transfert la famille pour essayer de prendre ce sentiment-là, comment ils se sentent, comment ils anticipent. Qu'est-ce qu'eux voient, quels sont... Et là, on va discuter, puis c'est là que je vais présenter l'offre de service du communautaire. Puis étant donné que je travaille pour la Société québécoise de la schizophrénie, qui dessert toute la population, le Québec au grand complet, c'est là que je fais le pont avec eux vers la Société québécoise de la schizophrénie. Parce que souvent, ils n'auront pas été là parce qu'il y a le mot schizophrénie. Mais dans le titre, il y a Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées.
Donc, psychose, c'est la raison pour laquelle ils sont à la clinique JAP. Et ça résonne. Donc, on va parfois mettre un peu de côté le mot schizophrénie pour se concentrer sur l'offre de services qui sont maintenant prêtes à recevoir peut-être. Donc, on va les inviter vers les programmes qui se passent dans le communautaire. Puis, peu importe, je peux enligner vers d'autres ressources parce que c'est ça la force de la famille. C'est ça la force de la père aidante famille, c'est de connaître les ressources. Et on va essayer de greffer une communauté. Fait qu'on va tenter d'enlever le focus sur tout ce qu'ils perdent, ce service, cet accompagnement-là, qui ont été habitués pendant 3 ans, pour un peu leur mettre de la lumière dans les yeux puis voir qu'est-ce qu'ils gagnent. Donc, ils gagnent des services dans le communautaire, ils gagnent de l'écoute, du soutien, un peu comme ils ont eu. Fait que c'est le projet qu'on travaille très, très fort à mettre ça en place. Et si ça fonctionne bien, on peut penser qu'on va pouvoir l'étendre et puis aller vers la pédopsychiatrie avec ça, avec des projets comme ça, l'étendre à d'autres cliniques de premier épisode psychotique également. Alors, c'est vraiment intéressant. Et puis, ça pourrait être juste en clinique dès qu'on termine. Ça pourrait être l'hôpital même, on pourrait même voir ça, l'hôpital qui est en ligne vers les services de père aidance famille qui font le pont vers le communautaire. Alors, espérant pouvoir être là au début, au milieu et après la tempête pour pouvoir continuer de les soutenir puis d'être leur communauté puis de contribuer à leur établissement. Merci. Alors, donc tu vas nous parler de Profamille, de la co-animation avec une père aidante. Voilà. Alors, j'appuie là-dessus. Voilà, moi je suis Dominique Villard, je suis psychologue au pôle Pépite au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et j'ai mis en place le programme Profamille en 2011 à Paris. J'appuie sur quoi? Voilà. J'ai mis en 2011 Profamille en place avec Olivier Canseil, Claire Calméjane, et puis on devait avoir une super équipe avec plein de gens formés qui devaient nous montrer comment on faisait. 15 jours avant de commencer, grand changement comme d'habitude dans les hôpitaux, et nous nous sommes retrouvés tous les 3, ne connaissant pas vraiment le programme Profamille, sauter dans le grand bain avec, heureusement, Claire Calméjane qui est parent et qui avait déjà participé à un programme Profamille. Et je dois avouer que c'était l'expérience la plus fantastique que je n'ai jamais eue professionnellement. Ensuite, on a continué dans notre lancée, on a écrit un article ensemble. Il y a eu l'association Promesse en 2014 qui s'est créée, ce sont les anciens de Profamille. Et fort de ça, on a ensuite voulu continuer. Ça, je vais passer puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vous avez entendu mes différents collègues parler de l'importance de co-animer ensemble. Pardon. Voilà. On a monté un programme d'ETP, de formation aux 40 heures. Profamille devenait programme ETP. C'est du jargon, je suis d'accord, mais l'idée, c'était de dire que tout animateur, qu'il soit parent ou qu'il soit professionnel, devait être formé aux 40 heures. Bien évidemment, à l'hôpital, on m'a dit, ils se forment, mais pas nous. Nous, c'est réservé aux professionnels. Ce qui voulait dire que j'avais comme... L'idée, c'était de dire, il faut qu'ils se forment, donc ils viennent, ils vont payer leur formation à l'extérieur, et en plus, ils sont bénévoles. Ça ne tenait pas la route. J'ai eu la chance de rencontrer, dans la formation que moi j'ai faite pour me former en diabétologie, quelqu'un de Paris 13, Jean-Charles Véreil, et nous avons monté Promesse, le GHU, et Paris 13, une formation pour former ensemble parents co-animateurs, professionnels animateurs et médiateurs de santé père. Nous avons même mis en place 2 sessions. C'était une expérience fantastique. Déjà d'apprendre à communiquer ensemble, à avoir un langage commun pour avoir un niveau de formation identique. Ensuite, toujours dans l'idée de favoriser l'intégration des parents aidants dans les programmes Profamille, dans la co-animation,
au niveau de promesses, ils ont commencé à faire des questionnaires pour les parents aidants, des questionnaires pour les animateurs professionnels et pour les participants de ProFamille pour voir justement ce que ça avait amené, ce que ça changeait dans la co-animation d'avoir des parents co-animateurs. Nous avons présenté les résultats au congrès ProFamille en 2022 et je peux vous dire que c'était un grand succès. En Île-de-France, nous avons eu la chance de pouvoir former tous les groupes, les 11 groupes ProFamille en Île-de-France, 2 jours de formation en 2022 et 1 jour en 2023, évidemment, tous ensemble, hein, animateurs professionnels et parents animateurs. Tout ça pour arriver à la question qui se pose et qui est importante, justement, quel est l'intérêt d'avoir des parents qui seront formés de façon professionnelle pour venir co-animer? C'est l'opportunité de nouveaux métiers, mais s'il y a une formation, laquelle? Quel est le coût? Qui paye? C'est encore plein de questions. J'ai eu la chance de participer à la journée lundi sur la première journée des parents animateurs famille. J'ai juste retenu 2 chiffres, 26 en France, dont 11 en poste actuellement, 85 au Québec. Oui, donc environ 56 en poste. 56 en poste, merci. Voilà, parce que pour l'instant, on est beaucoup dans le bénévolat. Le bénévolat, c'est un engagement dans le temps, mais ça implique énormément de choses, d'être présent très souvent. Il y a une vraie complémentarité probablement construire entre professionnels et bénévolat au niveau des parents. Mais en pratique, je peux dire que dans le pôle où je travaille, les parents sont déjà complètement intégrés dans l'ensemble des programmes d'éducation thérapeutique ou de psychoéducation que nous proposons. Êtes-vous prête pour l'exercice de, en 10 minutes, quelques questions? Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Bonjour, je suis Madame Banac Joséphine. Je suis responsable de l'association d'accompagnement et du maintien à domicile pour personnes en situation de handicap et personnes âgées. Je suis souvent étonnée quand il y a des rencontres comme ça. On parle très peu des assistants de vie à domicile, des auxiliaires de vie. Ce sont les professionnels qui passent plus de temps dans les domiciles, 3 heures, 4 heures, par rapport aux autres professionnels. Donc, ces salariés ont en main la vie de certaines des malades. Mais les formations ne sont pas vraiment adaptées parce que quand une infirmière ou un kiné qui passe à domicile, on va dire 30 minutes, 40 minutes, l'intervenante va passer 3 heures, 4 heures. Et ils ne sont jamais pris au sérieux. C'est toujours des femmes de ménage, c'est des femmes de ceci. Mais par contre, elles accompagnent des personnes en situation de handicap, les autistes. Et je pense qu'il faudrait essayer de voir ce côté au niveau des formations pour tous ces salariés. Merci. Est-ce que quelqu'une veut répondre? Alors, je ne vous vois pas, je ne sais pas trop vers où répondre. Merci pour votre question. En expérience très concrète, sur Lyon, on a Métropole Aidante. Et effectivement, dans ces réseaux d'aidants, des usagers, on avait tout un tas d'associations avec des auxiliaires de vie qui participaient du coup, qui sont référencés sur les sites. Donc, c'est peut-être pas très présent sur la journée, mais en tout cas, dans les lieux... en pratique, c'est très présent comme tissu autour des personnes, avec un travail en collaboration. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je parle que ce que je connais. Oui, pas tout à fait. Donc, on n'entend pas, oui, on n'entend pas d'ici. Oui, on participe. Pardon? Oui, nous participons à tous ces
Moi, je prends un exemple. Dans notre structure, on accompagne des personnes atteintes du syndrome de glissement. Les salariés n'ont pas de formation. On vous donne un dossier. On vous dit, ben, c'est le gros ménage, c'est le gros débarrassage. Mais ce n'est pas tout. Il faut accompagner cette personne parce que la personne a été coupée de la réalité de la vie sociale pendant des années. Et ce sont les assistants de vie, les auxiliaires de vie, les aides ménagères qui accompagnent ce monsieur ou cette dame. Parfois, la personne, ben, je prends notre exemple, c'est une société qui est voisin d'un habitant qui va nous dire, bon, il y a une personne, il y a des punaises, la personne ne mange pas, il fait ses besoins dans l'appartement. Et parfois, ces personnes ne sont pas connues des travailleurs sociaux, ou souvent sont connues, mais à cause du refus, on laisse tomber. Et ce sont les intervenantes qui font le travail et essayent de les orienter. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment penser au niveau des formations. De toute façon, on sera disponible après pour continuer la discussion. On est pris par le temps. Je crois qu'il y avait une autre question là. Merci. Bon, merci pour cette table ronde. Alors, je trouve qu'il est vraiment important de dire que la pérédance famille n'est pas un nouvel enjeu. Ça fait quand même 60 ans qu'il est pratiqué depuis que, effectivement, les malades sont sortis de l'asile. Hein. Les familles ont compris qu'il y avait besoin de la pérédance. Alors, au travers de ce que vous avez exprimé dans votre travail, hein, que ce soit Fleur, que ce soit Patricia, ou que ce soit le prénom de Madame Coulombe, je ne le connais pas, je connais mieux les autres. Julie. On voit vraiment que vous avez un rôle, une place dans le système de santé, que cette place peut être importante, mais il me semble vraiment important aussi de la mettre au bon endroit. Et je trouve que son endroit, c'est vraiment, vous êtes des médiateurs quelque part. Les médiateurs entre le système de santé, le soignant, et puis la famille. Et ça, je pense que c'est assez important. Vous avez un rôle envers l'équipe soignante. Vous êtes également dans une équipe soignante. Il y a un cadre professionnel et je pense que c'est intéressant de le placer effectivement par rapport à ce cadre. Alors moi, je voudrais quand même rajouter qu'un médiateur de santé famille dans un établissement de santé mentale, sa présence ne doit absolument pas dédouaner l'équipe soignante de recevoir la famille. Je pense qu'il y a là aussi un point qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit. Et puis, bon, n'hésitez pas non plus à dire hein, que, et je crois que Patricia l'a dit, il y a un moment, vous intervenez dans la famille à un moment de l'histoire de la famille. Les associations, bon, telles que l'UNAFAM, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, nous intervenons à un autre moment, nous intervenons énormément dans Bref, nous intervenons également beaucoup dans Pro-Famille, donc il n'y a pas de... Je crois qu'il est vraiment important à ce moment-là de l'histoire, alors qu'il se crée un nouveau métier, hein, de ne pas mettre en compétition effectivement ce nouveau métier avec les associations, leur rôle de réseau. Et je sais qu'au Canada, vous avez beaucoup travaillé ce point-là. Et peut-être vous pouvez nous dire d'ailleurs, parce que vous travaillez dans le cadre du réseau Avant de craquer, si j'ai bien compris aussi, le lien que vous avez avec le réseau Avant de craquer, que nous on connaît effectivement plutôt bien. En fait, le réseau Avant de craquer est depuis l'année dernière rendu Cap Santé Mentale. Cap Santé Mentale, c'est l'association qui chapeaute 56 organismes communautaires. Cette association-là souhaite voir des pères aidants familles rémunérés dans chacune des associations. Et moi, je travaille avec les deux. Nous, on travaille tant dans le communautaire parce qu'évidemment, avec la Société québécoise de la schizophrénie, c'est une pratique communautaire, mais je pratique également en milieu hospitalier. Ceci dit, moi, je le fais en format également virtuel. J'ai beaucoup de latitude sur la façon que je pratique,
ce que je pratique. Alors, je suis utilisée dans plein de rôles, dans le rôle de formation, dans le rôle de complémentarité au niveau du soutien, de l'accompagnement. Donc, en aucun temps, pour moi, c'est l'institution versus le communautaire. En fait, la Société québécoise de la schizophrénie est franchement très heureuse de m'avoir parce que je fais le pont vers ces organismes-là qui ont besoin de nouveaux membres, qui ont besoin de famille. Alors, c'est une opportunité en or de pouvoir travailler de façon collaborative. Nous, c'est toujours ça qu'on vise. Et le réseau Avant de craquer, pour répondre à votre question maintenant rendue, Cap Santé mentale, ils offraient une formation de formateurs du programme Aider sans s'oublier. Alors moi, je le donne en binôme dans le cadre de ma pratique en communautaire. Mais des fois, ça m'arrive quand j'ai revisité le programme qui se faisait à la clinique Jap au CHUM, d'importer des idées, d'importer des concepts. Alors, de relier tout ça, ça fait une diversité, ça fait une couleur qui est unique, justement parce qu'on peut se servir de ce qui se fait bien dans chacun des groupes, tant communautaires, tant hospitaliers. Alors, merci. On espère continuer ainsi. Je suis désolé. Afin de vous permettre d'aller dans les autres ateliers, puis pour laisser la place aussi. Il est 15h, donc on va s'arrêter là. Bien sûr, on est disponible.